notre invité politique ce matin, c'est Agnès Firmin-Le Bodo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, députée au Horizon de Seine-Maritime. Vous présidez la commission spéciale qui a été créée à l'Assemblée nationale pour examiner le projet de loi sur la fin de vie. On va évidemment longuement en parler. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Agnès Firmin-Le Bodo, bonjour. Bonjour. On va donc parler de la fin de vie, Agnès Firmin-Le Bodo. C'est vous qui aviez commencé à construire le texte. On va évidemment y revenir. Et vous présidez donc cette commission spéciale. Vous avez débuté vos travaux hier. Vous avez notamment auditionné la ministre Catherine Vautrin. Est-ce que cette commission, c'est une manière de déminer des débats qui s'annoncent tendus ? La commission spéciale, c'est toujours un moyen pour les députés de travailler au fond, de prendre le temps sur des sujets notamment sociétaux qui sont difficiles, qui sont compliqués. C'est à la fois une façon de travailler de façon collective et d'avoir des échanges entre nous. Et puis, c'est aussi une façon de pouvoir échanger le plus longtemps possible, sans se précipiter. Nous l'avions fait lors des lois de révision bioéthique et nous le faisons sur ce sujet de la fin de vie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui fait partie de cette commission et qui est-ce que vous allez auditionner cette semaine ? Alors les auditions vont être nombreuses. C'est une semaine où on va auditionner plus de 90 personnes. On a, comme il est de coutume, commencé par la ministre, hier, qui est venue présenter le projet de loi. Et puis hier soir, nous avons eu un très long échange de plus de 3 heures avec le Conseil national d'éthique, son président et les 2 co-rapporteurs qui ont émis le fameux avis 139 qui disait que la loi Claes-Leonetti ne répondait pas à toutes les situations. C'est un peu cet avis qui a déclenché les travaux que le président de la République avait demandé au gouvernement de mener en parallèle de la Convention citoyenne et qui aujourd'hui est à l'origine, j'allais dire, du projet de loi. Et puis aujourd'hui, toute une journée d'audition jusqu'à vendredi soir. On va auditionner des soignants. Plus d'un tiers des personnes auditionnées seront des soignants. On va auditionner des associations d'usagers, des associations représentant les fédérations hospitalières, représentant le domicile. On va aussi, bien sûr, écouter les cultes, des sociétés savantes. Je crois que c'est important, des philosophes, des sociologues. Je crois que c'est un sujet à la fois qui est médical, humain, éthique, j'allais dire social et sociétal. Donc il faut un panel très large. C'est ce qu'on va faire. Et sur la composition de la commission, elle est transpartisane. Est-ce qu'il y a beaucoup de députés qui ont eu une expérience personnelle de la fin de vie, de l'aide à mourir, des choses comme ça ? Alors, à ce stade, je ne sais pas vous répondre à cette question. Elle est transpartisane de fait. L'intérêt d'une commission spéciale, c'est aussi sortir du champ à la fois des députés qui sont soit dans la commission des lois, soit dans la commission des affaires sociales. Ça permet à un plus grand nombre de députés de participer au débat, puisque nous sommes 70. C'est un nombre important, et qui viennent de commissions différentes et bien sûr transpartisanes, en respectant les équilibres de la composition de l'Assemblée nationale. Mais vous aviez déjà beaucoup consulté pour préparer le texte quand vous étiez ministre. Là, vous allez reconsulter, sauf que le texte est déjà déposé. On sait que les soignants sont réticents, que les cultes également sont réticents. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer au projet de loi, ce qu'ils vous disent ? Alors, les soignants sont réticents. Vous n'entendez surtout que les soignants qui sont réticents. C'est pas que vous n'entendez, on entend que les soignants qui sont réticents. Mais peut-être parce qu'ils sont une majorité ? Non ? Je ne crois pas, non. Non, vous ne pensez pas ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On entend beaucoup les médecins de soins palliatifs qui sont plutôt opposés au texte et j'ai beaucoup écouté les médecins de soins palliatifs. Je suis allée visiter plus de 20 unités de soins palliatifs. J'ai aussi rencontré beaucoup de soignants qui sont plutôt favorables à l'évolution de la loi. C'est quelque chose qu'il faut dire, mais on les entend, j'allais dire, pas beaucoup. Les cultes sont opposés. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est parce que les cultes ne souhaitent pas. Nous sommes dans une république laïque. Mais c'est intéressant d'avoir les échanges avec les cultes parce que c'est aussi parfois des mots qui peuvent nous interpeller, des situations. Je pense que c'est important d'écouter tout le monde et de se faire son propre, j'allais dire, avis sur le sujet. C'est l'objet de cette commission spéciale où on va travailler, je le dis, de façon collective, mais chacun d'entre nous fait aussi son travail, j'allais dire, de façon individuelle. Comment est-ce que vous intégrez les travaux et les recommandations de la Convention citoyenne ? Alors la Convention citoyenne, elle a d'abord été complètement intégrée dans la construction même, j'allais dire, du projet, puisque le président de la République, le 3 avril dernier, lorsqu'il a reçu l'avis de la Convention citoyenne, avait déjà retenu les 5 éléments. À ce stade, vous n'y revenez pas ou vous ne... Alors à ce stade, on va écouter aussi, on va recevoir dans les cadres de nos travaux la Convention citoyenne. J'irai, moi, samedi, représenter Yael Braun-Pivet, qui m'a confié cette mission au CESE, pour dire comment on va travailler. Mais bien sûr, on va écouter la Convention citoyenne qui a fait ce travail important. Et certains d'entre nous l'ont déjà dit, mais j'espère qu'on aura la même hauteur de débat et la même qualité des débats que la Convention citoyenne. Les travaux de cette semaine, ils sont faits aussi pour nourrir la production d'amendements, de modifications de la loi. Est-ce que les députés qui composent la commission vont pouvoir amender le texte ?
C'est le rôle d'un parlementaire d'amender le texte. Le texte, c'est un projet de loi, c'est comme ça que ça s'appelle, avant de devenir une loi. Ce projet de loi devra être enrichi par les parlementaires. Et bien sûr que notre rôle et tous ces travaux vont nourrir, j'allais dire, et enrichir le texte. D'abord par les rapporteurs thématiques. Je suis accompagnée de 5 rapporteurs. Et puis, chacun des parlementaires qui travaillent sur ce sujet va pouvoir déposer des amendements. Est-ce que c'est un travail qui est de nature à faire évoluer les positions, les avis des parlementaires ? Vous-même, vous aviez un point de vue sur l'aide à mourir vous vous êtes exprimé sur le sujet à plusieurs reprises, qui a beaucoup évolué du fait de votre expérience personnelle ? Je crois que c'est un sujet... Là, je le redis, j'ai aussi l'expérience de la commission de bioéthique et ces travaux doivent nous amener vraiment à réfléchir. Le sujet sur lequel beaucoup d'entre nous ont beaucoup évolué pendant nos débats, qui vont durer quand même un certain temps. Le texte va venir ici au Sénat, il va revenir à l'Assemblée, il va revenir au Sénat. En hémicycle, ce sera fin mai, c'est ça, 27 mai, oui. Sur la commission, sur la PMA post-mortem. Je sais que c'est le sujet sur lequel un grand nombre de parlementaires ont fait, j'allais dire, des allers-retours sur leur position. Sur un sujet comme celui-là, les échanges, les travaux doivent nous amener à réfléchir tout le temps. Je fais encore beaucoup de débats, il y a toujours des mots, des témoignages qui doivent nous interpeller. Et donc, j'ai une conviction. Je pense qu'il faut avoir la possibilité de pouvoir bénéficier d'aide à mourir. Est-ce que j'ai des certitudes ? Non. Je veux dire, aucun d'entre nous, sur ce sujet-là, ne peut avoir des certitudes. Nous sommes bien portants et bien vivants. Le jour où peut-être je serai confrontée à cette situation, je ne sais pas ce que je ferai comme choix. Mais la question, c'est que j'aimerais avoir le choix. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'aide à mourir ? C'est l'une des questions qu'il va falloir trancher. Le texte ne comprend ni le mot suicide assisté, ni le mot euthanasie. Mais est-ce que dans les faits, ce projet de loi ne légalise pas le suicide assisté et l'euthanasie ? Le président de la République a souhaité que nous construisions notre modèle français d'accompagnement de la fin de vie. L'aide à mourir, c'est clairement notre modèle français. C'est à la fois répondre à une question, j'allais dire, d'autonomie de la personne. Je le redis, c'est bien la personne malade qui fait la demande. C'est pour ça que la volonté libre et éclairée, qui est un des 5 critères pour bénéficier de l'aide à mourir, est importante. C'est bien la volonté de la personne. Notre promesse républicaine, c'est aussi de répondre à la solidarité. C'est la solidarité, j'allais dire, collective, de pouvoir accompagner cette personne. Et le mot aide à mourir, en tant que tel, répond à ça. Répond à la fois à quelqu'un qui fait une demande et quelqu'un qu'on va aider. Mais l'important, c'est ce terme. Est-ce que ce texte ne légalise pas de facto le suicide assisté et l'euthanasie ? Le suicide assisté et l'euthanasie, ce sont des mots. L'important, c'est l'effectivité. Notre modèle répond sur une aide à mourir. Je suis en mesure physiquement de le faire. Je peux avaler une substance dite létale. Je ne suis pas physiquement en mesure de le faire. Je me fais accompagner d'un médecin ou d'un infirmier ou potentiellement d'un membre de la famille si Est-ce que ce n'est pas de l'euthanasie ? Ah non, certainement pas. Quand vous avalez la substance létale, c'est pas de l'euthanasie. Et c'est du suicide assisté, à minima. Non, ça s'appelle l'aide à mourir. Avec notre modèle français. Pourquoi ne pas avoir fait figurer ce mot, du coup ? Parce que c'est pas un suicide, c'est une demande, c'est une aide. On accompagne la personne. C'est notre modèle français. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ni le mot euthanasie, ni le mot suicide assisté sont utilisés. Je vous le redis, notre modèle français de la fin de vie, c'est celui-là. Le modèle belge, c'est l'euthanasie. Le modèle suisse, c'est le suicide assisté. Le modèle français, c'est l'aide à mourir. Est-ce qu'il y a aussi un terme qui va faire débat ? C'est la question du pronostic vital engagé à court ou à moyen terme. Quel doit être ce terme, selon vous ? La loi Claes-Leonetti parle de court terme. La loi Claes-Leonetti n'a jamais défini ce qu'était le court terme. La loi proposée par le gouvernement parle de moyen terme, suite à l'avis du CCNE qui dit que cette loi Claes-Leonetti, qui propose le suicide, la sédation profonde et continue, jusqu'à la mort, je pense qu'on oublie toujours le jusqu'à la mort, ne répond pas au moyen terme. Définir le moyen terme, et ça a été très bien dit par Régis Aubry hier soir, puisque la question a été posée de nombreuses fois, c'est aussi s'enfermer et ne pas répondre à ce qu'est notre modèle français, c'est de répondre à des situations très singulières et très particulières. Donc définir le moyen terme, s'enfermer, est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, serait une erreur, parce qu'on ne pourrait pas répondre à cette solidarité de répondre à des situations bien singulières. Donc ce sera laissé au corps médical, au choix du corps médical. L'Oregon a dans sa loi défini les 6 mois. L'État de l'Oregon est en train de réfléchir justement à ne plus définir ce moyen terme, sachant qu'on sait très bien que le moyen terme, lorsque le pronostic vital est engagé, on peut de facto aller rarement au-delà de 6 à 12 mois.
Au début, quand vous avez commencé vos travaux, vous souhaitiez que le médecin puisse trancher seul de savoir s'il fallait appliquer ou pas l'aide à mourir. Finalement, dans la version finale du texte, ce sera de la collégialité de la décision. Est-ce qu'il n'y a pas, à vouloir faire trop de collégialité, un risque de blocage pour le patient ? Je ne sais pas d'où vous sortez qu'on a décidé que le médecin seul pourrait Au début, trancher. Non, c'est pas dans le texte. Non. C'est le médecin qui reçoit la demande. Après, le médecin doit effectivement, et c'est comme c'est écrit dans la loi, demander l'avis d'un médecin qui est spécialiste de la maladie si ça n'est pas le cas. Et puis, ce qui est important pour vous vérifier notamment la volonté libre et éclairée de la personne, c'est aussi de faire appel à, le corps paramédical qui entoure le malade. Avoir l'avis de l'aide-soignante, de l'infirmière, du psychologue ou du psychiatre qui a déjà rencontré la personne est important pour savoir si la volonté libre et éclairée de la personne est bien là et si la personne, a déjà réitéré sa demande plusieurs fois. Ça nous semble être des éléments importants. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas un risque de blocage pour le patient qui fait la demande ? Puisque à la fin, c'est le médecin qui a reçu la demande, c'est un avis qu'il demande. C'est le médecin qui a reçu la demande qui va prendre la décision. Donc au final, ça aura une décision après avis, c'est un médecin seul qui tranchera. Voilà. Stéphane. Vous parlez d'accompagnement. Hier, pendant la commission, les auditions, Philippe Juvin, un député Les Républicains, a exprimé sa crainte que la demande de suicide assisté ou d'euthanasie puisse se faire par défaut d'accès aux soins palliatifs. Je le cite. Ça, c'est une crainte qui est exprimée par un très grand nombre de médecins. Est-ce que c'est pas le cœur des débats aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, vous dire que la volonté du président de la République et du gouvernement, ça a été d'avancer très fort sur les soins palliatifs. La stratégie décennale qui s'adosse, à ce texte, et si, comme certains l'ont reproché hier soir, il n'y a pas grand-chose dans le texte sur les soins palliatifs, c'est parce que ça ne nécessite pas de législatif. On ne va pas écrire dans la loi ce qui ne nécessite pas un passage législatif. Donc, le besoin, c'est plus de moyens pour les soins palliatifs. Pas de plus de moyens. Il y a des choses. On peut créer une gouvernance des soins palliatifs, comme on l'a fait sur le cancer, sans passer par la loi. Sans passer par une nouvelle loi. Donc il y a beaucoup de choses qui ne nécessitent pas la loi. On peut créer des formations supplémentaires, et c'est l'objet, sans passer par la loi. Il y a toujours une vingtaine de départements qui n'ont pas de service de soins palliatifs. Oui. C'est quand même un problème. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soins palliatifs dans le département. L'unité de soins palliatifs, c'est l'unité de 12 lits qui permet de prendre en charge les cas les plus complexes. Donc la stratégie décennale va permettre de créer une vraie filière, ce qui n'a jamais été fait. Mais sauf que quand vous étiez ministre, Mme Firmin-Le Bodo, l'engagement c'était que fin 2024, tous les départements disposent d'une unité de soins palliatifs. Est-ce que cet engagement sera tenu ? Alors, cet engagement sera difficilement tenu parce que nous avons un problème de professionnels de santé. Parce que, je le redis, les soins palliatifs n'ont jamais été considérés comme une vraie filière de formation. Il n'y a pas de PUPH, par exemple, de professeurs d'université, donc les jeunes ne peuvent pas s'engager. Donc on va créer une spécialité. Et puis pour répondre à votre question et à celle de M. Juvin hier soir, dans les critères d'accessibilité à l'aide à mourir, la première question que devra poser le médecin qui reçoit la demande, c'est si la personne n'a pas bénéficié de soins palliatifs, est-ce qu'elle souhaite le faire ? Donc c'est bien la première question qui sera posée à la personne qui fait la demande d'aide à mourir. Et si la réponse est oui, le médecin devra tout mettre en œuvre pour trouver une place en soins palliatifs. Donc ça répond à la question, il est hors de question que ce raccourci puisse être fait. Ça n'est absolument pas le fil conducteur de ce droit. Pour vous, c'est une crainte injustifiée ? Je pense que pour certains, c'est un raccourci, oui. Raccourci, ça veut dire quoi ? Non, mais c'est écrit dans la loi. Je veux dire, c'est écrit dans la loi. Le médecin qui reçoit la demande, la première question qu'il pose, si la personne n'a pas bénéficié de soins palliatifs, et il y a des personnes qui ne voudront pas bénéficier de soins palliatifs, je le dis, si la personne dit oui, le médecin devra... mais raccourci, ça veut dire quoi ? Que les Républicains s'en servent pour ne pas voter le texte ? Certains peuvent, oui. Je pense que c'est un procès d'intention. La faillite, elle est collective sur pourquoi, 20 ans après le début des soins palliatifs, on se pose toujours la question. Elle est collective non pas uniquement par les financements, c'est parce qu'aussi, on n'a pas créé cette filière dès le départ et que ça n'est pas culturel. Beaucoup de cancérologues et d'oncologues ont eu du mal à accepter, les soins palliatifs parce qu'ils pensaient que c'était un échec de leur prise en charge curative. Ça n'est pas le cas. Pour l'instant, on ne peut pas soigner toutes les maladies. Mais à quelle échéance, du coup, il y aura des unités de soins palliatifs dans tous les départements ? L'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Si c'est mi-2025, si c'est fin 2025, tant mieux. Je vais reprendre le cas d'Oudan. Oudan, une unité de soins palliatifs qui a dû fermer parce qu'il n'y a pas de médecin. Et ce service va rouvrir
puisqu'on a réussi à trouver des médecins qui puissent aller... voilà, tant qu'on ne formera pas, tant qu'on ne fera pas de cette spécialité des soins d'accompagnement une vraie spécialité, on aura du mal à engager les jeunes à aller dans cette filière. Et puis, pour que tout ça devienne, j'allais dire, culturel, il faut aussi former tous les autres professionnels, y compris les médecins généralistes, c'est-à-dire dans leur parcours de formation initiale, ce qui n'est pas le cas actuellement. Est-ce que ça veut pas dire aussi qu'il y a besoin de moyens supplémentaires? Catherine Vautrin, donc la ministre du Travail et de la Santé, a annoncé 1,1 milliard supplémentaire pour les soins palliatifs. Donc, dit comme ça a l'air important, sauf que c'est sur 10 ans. Et quand on voit le vieillissement de la population, les besoins, etc., est-ce que ça ne vous paraît pas très insuffisant par rapport aux besoins? Ce pourquoi il fallait travailler sur une stratégie décennale, c'est d'abord dire qu'il y a eu beaucoup de choses de faites sur les soins palliatifs. C'est déjà 1,7 milliard qui sont consacrés chaque année aux soins palliatifs. 1 milliard supplémentaire dans les années à venir, ça veut dire que d'ici 10 ans, 2,7 milliards seront consacrés aux soins d'accompagnement. Tout d'abord, dire que créer des unités de soins palliatifs, c'est important, mais les unités de soins palliatifs, ce ne sont, j'allais dire, que les cas les plus complexes. L'idée, c'est d'arriver le plus tard possible, ou de ne pas arriver en unité de soins palliatifs, c'est créer cette filière de soins palliatifs avec le développement du domicile, qui est demandé par plus de 85% de nos concitoyens. Et donc, c'est 1 milliard qui seront consacrés. Et ce n'est pas 900 millions dans 10 ans et 100 millions cette année, c'est 100 millions tous les ans, notamment avec la création, j'allais dire, de nouveaux dispositifs, comme les maisons d'accompagnement, qui sont des solutions intermédiaires par département. Entre le domicile et l'unité de soins mais qu'est-ce qui garantit que ce financement sur 10 ans sera respecté après 2027, surtout dans le contexte actuel des finances publiques? C'est bien pour ça que la création tout de suite de l'Institut, j'allais dire de la gouvernance, pour moi est un enjeu majeur. Nous avons réussi dans la stratégie cancer, notamment avec l'INCa, à faire en sorte que tout ça puisse se faire. Nous devons faire la même chose sur la création de cette filière concernant les soins palliatifs et les soins d'accompagnement et de notre modèle français d'accompagnement de la fin de vie. Stéphane, une dernière question sur le sujet. Je voulais simplement savoir si vous pensez qu'à l'arrivée, les députés, les sénateurs vont modifier profondément le projet de loi qui a été déposé, ou est-ce qu'il a des chances, après de longs débats, de passer presque intact, entre guillemets? Je vais dire tout de suite, préjuger de ce que vont faire mes collègues députés. À titre personnel, j'aimerais que l'équilibre du texte soit respecté, parce que je pense qu'il correspond à la fois à notre culture, qu'il correspond aussi à la fois, j'allais dire, à ce qu'ont demandé les soignants. Nous allons beaucoup écouter ce que souhaite la population. Nous avons, je crois, trouvé cette petite ligne de crête. J'aimerais qu'elle soit respectée. Ça n'est qu'un avis personnel. Mais vous êtes inquiète du passage du texte au Sénat, où les Républicains sont majoritaires? Je ne suis pas inquiète du tout du passage du texte au Sénat. Je le redis, il s'agit bien d'ouvrir une possibilité pour un grand nombre de nos concitoyens dans des conditions qui sont, j'allais dire, définies par la loi et assez restrictives. Stéphane, question sur un autre sujet. Oui, vous avez vu que l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, l'USPO, appelle à la fermeture des officines le jeudi 30 mai et à une grève des gardes durant le week-end de Pentecôte, du 18 au 20 mai. Est-ce que vous observerez ce mot d'ordre? Non, je ne vais pas observer ce mot d'ordre. La pharmacie, comme le secteur de la santé, traverse une période difficile, notamment parce que nous sommes confrontés à des ruptures importantes qui ont profondément modifié notre façon de travailler, la façon de travailler des pharmaciens, après des années Covid qui ont été pour les pharmaciens très dures. Donc j'entends le mot d'ordre. Je pense qu'il faut... Il y a deux choses. Il y a une crainte sur les économies, les 10 milliards d'économies supplémentaires demandées pour 2024 et la peur que les économies faites sur la santé éventuellement puissent avoir un impact fort sur les pharmaciens et les officines. Et puis il y a aussi la pénurie de médicaments qui est dénoncée par les pharmaciens. Vous la constatez, cette pénurie de médicaments? Il se trouve que lorsque j'ai été députée il y a quelques années, j'ai déjà posé cette question en alertant sur, pour moi, une grande crainte sur notre souveraineté. C'était en janvier 2018. Je pense que sur le médicament, nous avons un problème à régler qui ne peut pas se régler à l'échelle nationale, qui doit se régler à l'échelle européenne. C'est un enjeu important. Il nous faut sans doute aller plus vite. Mais l'enjeu était aussi autour du prix du médicament. Il y a un enjeu, c'est multifactoriel. La réponse, elle ne peut pas être uniquement sur le prix. Elle est sur l'enjeu de la mondialisation qu'on n'a sans doute pas suffisamment anticipé, que des pays consomment beaucoup plus de médicaments. Mais voilà, nous avons en France une politique du prix qui sans doute peut-être nous pénalise un peu. Bien. On parle des européennes. Pour terminer, Agnès Firmin-Le Baudot, l'écart qui reste conséquent entre Jordan Bardella et la liste de Valérie Ayé, quasiment du simple au double, selon les sondages, c'est l'échec de la majorité présidentielle.
Je rappelle que la campagne démarre, que nous avons une tête de liste qui est une vraie députée européenne, c'est-à-dire qu'elle travaille, elle, au Parlement européen. Je crois que nous allons, avec la constitution de la liste, avec le programme que nous allons présenter, rentrer... Pourquoi ça tarde tant ? Comment ? Pourquoi ça tarde tant ? La constitution de la liste, la présentation du programme. Si vous regardez bien les autres candidats, je crois que personne n'a publié sa liste vraiment complètement. Si, Raphaël Glucksmann. Oui. Et les filles, la France Insoumise également. J'ai pas dit tout le monde, j'ai dit regardez bien tous les autres candidats. Voilà, donc il nous reste maintenant à faire campagne tous les jours jusqu'au 7 juin minuit. Ce sera important. Vous pensez vraiment pouvoir remonter la pente et dépasser Jordan Bardella ? Mais c'est l'objectif que nous nous fixons. Et pour moi, l'intérêt, c'est d'expliquer à nos concitoyens que faire campagne, c'est bien, mais qu'avoir des députés qui travaillent, c'est mieux. Et donc, c'est l'objectif que je me fixe, en tout cas. Et je crois qu'il est vraiment important de faire comprendre cet objectif-là et surtout d'expliquer à nos concitoyens que nous avons besoin de l'Europe. Et que les seuls pro-européens, la seule liste vraiment pro-européenne, c'est celle que conduit Valérie Hayé. Et je crois que chacun dans nos territoires, on peut démontrer que l'Europe nous permet de financer des projets. Je suis à Brest, comme vous le savez. Le port du Havre bénéficie de fonds européens qui nous permettent de développer des infrastructures et donc de développer l'économie au niveau local. C'est aussi ça l'enjeu, c'est de faire comprendre, j'allais dire, avec des exemples très concrets. On entend cet argument de dire que vous êtes les seuls pro-européens. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal au lancement de campagne. Ça veut dire quoi ? Que François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, que les écologistes, c'est pas des pro-européens ? Ceux qui sont complètement pro-européens. M. Glucksmann fait partie de la NUPS. Je ne suis pas sûre que dans la NUPS, tout le monde soit vraiment pro-européen. Il a été une rupture très claire avec la France Insoumise. On verra au bout du bout. Les vrais pro-européens, dont la liste est composée de différentes composantes de la majorité présidentielle, ce sont les partis qui sont représentés dans la liste que conduit Valérie Hayé. Édouard Philippe sera sur la liste ? Je ne sais pas. La liste n'est pas composée, comme vous voulez le savoir. Il se dit qu'Édouard Philippe et François Bayrou seraient sur la liste à la fin de la liste. Et la vraie question, c'est de savoir qui sera 80e, qui sera avant l'autre entre François Bayrou et Édouard Philippe. Vous croyez que ça intéresse nos concitoyens ? Je vous taquine. Oui, non, mais je vous taquine autant pour la réponse. Je ne crois pas que ça l'intéresse. Ce qui intéresse nos concitoyens, c'est de savoir à quoi sert l'Europe et qu'est-ce qu'on va y faire. Un dernier mot, Stéphane. Moi, j'avais une question un peu plus complexe à vous poser, mais en fait, vous auriez dû rester au ministère de la Santé. Vous avez fait l'objet d'une enquête préliminaire dans une histoire avec les labos Urgo. Où est-ce que vous en êtes de cette affaire ? Est-ce que vous avez été entendu en début d'année ? Est-ce qu'elle va se poursuivre ou est-ce qu'elle va faire pchit ? Qu'est-ce que vous en savez pour l'instant ? Comme 40% de la profession, comme 8133 pharmaciens, nous avons été plusieurs, 8133, être abusés par un laboratoire, le laboratoire Urgo. L'affaire est en cours. Voilà, je suis intimement persuadée que ça n'a aucun lien avec le fait que je ne sois plus ministre aujourd'hui. Vous dire que cette période a été simple serait vous mentir. Vous dire que je suis sereine complètement et que j'aime beaucoup mon mandat de député. Ça fait partie, des aléas de la vie politique. Mais lorsqu'on est ministre, on n'est pas ministre pour toujours. C'est comme ça, il faut le prendre comme ça. J'ai eu le bonheur de servir la République. Je l'ai fait avec un réel engagement. Je suis députée, j'ai été élue députée et je vais le faire avec le même engagement. Il se trouve que je pourrais aussi écrire une histoire assez baroque. Je vais voter un texte en tant que députée que j'aurais écrit en tant que ministre. Une histoire plutôt belle, j'aurais fait le tour de la chose. Merci Agnès Firmin-Le Bodo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de Ouest France, cours de soutien scolaire a marché en plein essor. C'est à la une de votre journal, Stéphane. À la semaine prochaine, Stéphane ? Ah non, je suis en vacances. Ah ben, bonnes vacances alors. Vacances en face au Club des Territoires.